Alors, nous avons avec nous en visuel Pearl Eliadis. Elle est professeure à l'École de politique publique Max Bell. Elle est également avocate. Bon après-midi, Madame Eliadis. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Madame Eliadis? Ça va très bien, monsieur, et vous? Ça va très bien. Alors, on parle de la fermeture du chemin Roxham et ça fait plaisir à certains, mais pour d'autres, c'est une autre question qui commence, savoir comment on va réussir à accueillir des gens qui sont en difficulté, n'est-ce pas, et qui frappent à nos portes et pour qui le dernier recours, c'est de traverser la frontière des États-Unis au Canada. Mhm. Qu'est-ce que ça nous apporte, cette fermeture de la frontière du chemin, Roxham, plus précisément? Et il faut préciser qu'il ne s'agit pas uniquement de la fermeture du chemin Roxham tout seul. Évidemment, c'est le point principal de ces annonces qu'on a vues dernièrement, mais c'est vraiment la fermeture de tous les chemins qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis. D'ailleurs, toute la frontière a été désignée comme étant euh, euh, interdit, si vous voulez, selon l'entente sur les pays sûrs. Or, il s'agit d'une fermeture de la frontière, grosso modo, et ça implique que toute personne qui traverse la frontière ou qui est trouvée à l'intérieur du Canada dans les 14 jours de son entrée serait en principe refoulée aux États-Unis, évidemment si la personne aurait passé par les États-Unis pour venir au Canada. Bon, alors, première difficulté, comment savoir si la personne est passée aux États-Unis? On s'en tient à ce que raconte la personne. Mais c'est une très, très bonne question parce que si quelqu'un refuse de répondre comment elle est venue au Canada et ou si la personne se dénonce sa présence au Canada, annonce sa présence au Canada après les 14 jours, à ce moment-là, ils sont à l'intérieur du pays et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la personne est-ce qu'on va la permettre de déposer une demande d'asile? Alors n'est pas certain et je sais qu'il y a des nouveaux règlements qui sont en cours. J'ai pas eu le temps de lire les nouveaux règlements, alors je ne sais pas, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Maintenant, lorsque le chemin Roxham était fonctionnel, était ouvert, il suffisait pour les autorités canadiennes d'attendre les migrants de l'autre côté, du côté de la partie Oui. canadienne et d'accueillir et de faire la suite des procédures. Maintenant, étant donné qu'on peut être à peu près sûr que ça n'arrêtera pas les flots, de migrants, puisque c'est une période d'intense migration à travers la planète. Qu'est-ce qui va se passer quand ces gens-là vont arriver? Est-ce que le Canada ne se donne pas beaucoup plus de troubles lorsqu'on n'a pas un point de rendez-vous avec ces demandeurs d'asile? Effectivement, ce que vous dites est l'argument qui a été monté par plusieurs activistes et les gens qui travaillent avec les migrants et les migrantes que au moins d'avoir un chemin connu fait en sorte qu'il y a des processus administratifs pour savoir qui rentre dans le pays, qu'est-ce qu'on va faire avec, de s'assurer que ces personnes-là aient accès aux services, par exemple les services de santé, ainsi de suite. Alors maintenant que la frontière est fermée, il y a certaines exceptions. Alors les mineurs non accompagnés, par exemple, certains membres de la famille de la personne qui sont déjà au Canada, par exemple, il y a certaines exceptions qui arrivent, mais d'après les documents qui ont été déposés à la Cour fédérale, dernièrement, une décision qui est maintenant devant la Cour suprême du Canada, on craint qu'une majorité, sinon toutes les personnes qui seront refoulées aux États-Unis seront non seulement arrêtées, mais aussi détenues.
Et ça, c'est un problème humanitaire, c'est un problème de droit de la personne et c'est un problème concernant notre complicité, si vous voulez, avec les actes très problématiques qu'on a vus aux États-Unis. Et puis, il y a ce délai-là dans les nouveaux règlements, les nouvelles procédures de 14 jours, à savoir que la personne se dénonce ou ne se dénonce pas. Et nous le disons de cette manière parce qu'on n'est jamais très sûr après combien de jours de séjour illégal au Canada qu'on va faire la connaissance de ce nouveau demandeur. Il faut se fier à la dénonciation faite par la personne elle-même. Maintenant, ce 14-15 jours, ça dit quoi? 15 jours, on est safe, 14 jours, on vous renvoie. Je ne comprends pas. Écoutez, il faut que je mette une petite caveat ici. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas encore vu les règlements. Alors, les seules nouvelles que j'ai concernant ces 14 jours, ça vient effectivement des médias. Alors, je n'ai pas encore eu la chance de voir d'où vient est-ce que c'est un changement ou on revient à un autre standard qui existait avant, je ne suis pas certaine. Mais si c'est le cas que maintenant, il faut que la personne se cache pour 14 jours, là, ça va mettre les personnes en danger. Parce qu'à ce moment-là, la personne vient au pays, n'a aucun accès aux services. Est-ce que les gens vont dormir à l'extérieur? Est-ce que les gens vont trouver des refuges? Est-ce qu'il y aurait des nouveaux services informels qui vont débuter pour essayer d'aider ces gens-là? Alors, il va falloir qu'on regarde ce qui va se passer. C'est clair qu'avec l'annonce, le montant de personnes, le flux de personnes qui vient au pays a diminué, c'est sûr, depuis 2, 3 jours. On sait qu'il y a les journalistes qui sont allés à la frontière, puis il n'y a personne là au chemin Roxham. Alors, c'est sûr que les gens vont trouver d'autres moyens de rentrer au pays. Mais grosso modo, j'aimerais signaler que l'important ici, c'est que le Roxham Road, c'est un petit chemin qui existe à l'intérieur d'un problème énorme, une crise, sinon une crise internationale en matière de migration, comme vous l'avez souligné au début de cette entrevue. C'est un petit chemin sur 6 000 kilomètres, 6400, oui. de frontières entre les États-Unis et le Canada. Effectivement, et il fait partie d'un problème plus grand en Amérique du Nord concernant le grand flux de personnes qui arrivent du Sud. On sait qu'aux États-Unis, il y a, d'après les chiffres que j'ai entendus ce matin, on parle de 100 000 à 200 000 personnes qui rentrent à chaque année aux États-Unis. Alors, ils ont un problème énorme et on reconnaît qu'au Canada, on est loin de comprendre et de confronter des flux de cette envergure. Et maintenant, est-ce que le Canada continue à respecter ses engagements internationaux par rapport aux demandeurs d'asile, même en atténuant, en changeant les règles du jeu? Je pense que ça, c'est la question la plus importante qui nous fait face aujourd'hui. La Cour suprême a devant elle en ce moment une cause où les gens disent effectivement que le Canada ne respecte pas ses obligations en vertu de la Convention en matière de réfugiés de 1951 et que la raison pour cela, c'est parce que les États-Unis arrêtent les gens, détiennent les gens de façon arbitraire, séparent les familles, ainsi de suite. Alors, si ces prétentions sont vraies, je pense qu'il y a une question sérieuse concernant notre respect pour le droit international quand on refoule les gens à un pays qui agit de même. Mais il faut dire que la Cour suprême n'a pas encore rendu sa décision. Et maintenant, on annonce aussi comme décision nouvelle du Canada l'accueil de 15 000 réfugiés. Euh, Ça veut dire quoi par rapport à tout? Est-ce que c'est le Canada qui décide? Parce que, bon, on veut accueillir 500
000 personnes par année au Canada. Est-ce que ce 15 000 rentre dans ce chiffre-là, auquel cas on va faire la soustraction pour savoir quel autre type de demandeurs qu'on va recevoir dans la catégorie de famille et les autres et les autres? Est-ce que c'est ce calcul-là qui est fait ou est-ce que le chiffre de 15 000 sort de nulle part? Le chiffre de 15 000 sort des négociations entre les États-Unis et le Canada qui ont donné lieu aux modifications de l'entente. Ça fait partie d'une transaction, si vous voulez. Si vous faites ça, nous autres, on fera cela. Et le 15 000 est l'issue, si vous voulez, de cette entente. Pour ce qui est des chiffres d'immigration, faut pas confondre l'immigration avec les demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui ne demandent pas nécessairement de devenir citoyens du Canada. Il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à leur pays après les crises. Euh, alors, c'est pas nécessairement dans le même ordre des choses. Et professeur Pearl Eliadis, professeur à l'école de politique publique Max Bell et avocate, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous expliquer tout cela très complexe. On espère en comprendre davantage durant les prochaines semaines, professeur. Merci beaucoup de votre intérêt, monsieur. Bonne Merci, journée. au revoir. Bonne journée.